Bonjour à tous et bienvenue sur Agurska TV pour Tutti Foot. Cette semaine en plateau, notre invité d'honneur Pierre-Yves André. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. Patrice, comme à son habitude, est présent avec nous sur le plateau. Et Brice à la réalisation de l'émission qui est toujours millimétrée. Il n'a pas attendu la fin, il a le début, comme ça voilà. Au moins. Du coup, bonjour Pierre-Yves. Alors on va retracer votre carrière, Pierre-Yves André, formé du côté du Stade Rennais. Alors d'abord Lannion, bien évidemment, le FC Lannion, mais côté professionnel, le Stade Rennais. Vous êtes passé donc par le Sporting, par le FC Nantes, Bolton, Guingamp, et vous avez fini au Sporting Club de Bastia, capitaine emblématique du Sporting, 10 ans au club. C'est pas rien. Vous avez même votre affiche dans le couloir d'entrée des joueurs emblématiques qui ont marqué l'histoire du Sporting Club de Bastia. Il y a un souvenir particulier du Sporting. On sait c'est sur 2 tranches. Et il y a eu là de 97 à 2001 et de 2005 à 2010. Alors je dirais les bons souvenirs parce qu'on sait qu'il y a eu aussi des descentes entre-temps. Oui, moi, une image, ce serait difficile d'en sortir une en particulier tellement j'en ai en mémoire, aussi bien les bonnes, comme vous le disiez, que les mauvaises. Mais moi, c'était d'abord mon arrivée ici à Bastia, un club où, au tout départ, je ne voulais pas mettre les pieds parce que, en tant qu'adversaire, ayant joué à Rennes et étant venu jouer ici 2 fois à Fouriane, c'était pas très bien passé, dont une fois où j'étais reparti avec ma cheville sur l'épaule, pour parler vulgairement. Donc j'avais une image un peu folle de ce club et j'avais eu quelques appréhensions au fait de venir ici. Appréhensions qui sont tombées dès les premiers contacts en fait, avec mes coéquipiers et les dirigeants de l'époque qui avaient fait des pieds et des mains pour m'avoir et me faire venir au Sporting Club de Bastia. Et je les en remercie d'ailleurs d'avoir insisté malgré ma réticence parce que j'ai vécu 10 ans magnifiques ici. C'est dont la première partie, on va dire celle de 97 à 2001 qui fait partie, voilà, c'est les plus belles de ma carrière. Sur les 17 ans de carrière que j'ai vécu, même mes débuts à Rennes, qui malgré tout sont mes débuts professionnels et qui auraient pu me graver quelque chose en tête. Mes plus belles années, c'est mes 4 années vécues ici au Sporting avec ce groupe formidable qu'on avait et qui j'ai toujours contact et toujours plaisir à se voir et tous ces souvenirs qui sont communs et qui nous sont propres et j'ai jamais pu revécu ça, même ma deuxième partie, c'est-à-dire quand je suis revenu en 2004 au club, je pensais retrouver cet état d'esprit, mais il s'en était allé. C'était plus la même chose. C'était autre chose, tout simplement. C'était autre chose. C'était pas un autre Sporting. C'était une autre mentalité. Et voilà. Mais c'est cette camaraderie, cette entraide, et cette force qu'on avait en 97 quand on a joué d'abord la Coupe Intertoto et ensuite l'UEFA. C'est vraiment des souvenirs qui nous sont propres et à jamais gravés. Justement, il y a eu un fait marquant de cette épopée européenne, c'était votre but face au Benfica, parce qu'on sait que c'était une saison assez difficile, cette première saison au Sporting, et ça a été vraiment le déclic, je dirais, ce but face au Benfica à Fouriane. Alors déclic, je ne sais pas si c'est un déclic, mais en tout cas, les gens m'en parlent encore aujourd'hui et c'est ce qui a quelque part sauvé ma saison. Donc je remercie d'avoir été à ce moment-là, à ce premier poteau, d'avoir la chance d'avoir pu sauter, d'avoir pu mettre la tête et d'avoir pu marquer parce que ça sauve ma saison qui était vraiment une saison, je ne vais pas dire catastrophique, mais loin des attentes des supporters, loin de l'attente des dirigeants et loin certainement de mes attentes. J'ai pas été au rendez-vous à ce moment-là, peut-être un peu trop de pression sur les épaules. Après, fallait comprendre le contexte. J'étais un jeune breton qui partait pour la première fois de chez lui. Je suis arrivé à 23 ans ici. Je suis arrivé tard à Rennes. J'avais 19 ans. Donc 19 ans, j'ai passé 4 ans à Rennes, formidable, dans un cocon, entouré de ma famille, de mes amis, et en vivant des choses assez extraordinaires aussi. Une montée en Ligue 1 en même temps que Bastia, mais avec Rennes cette fois-ci, donc des bons souvenirs aussi. Et comme je vous ai dit, moi je voulais pas trop venir au début.
Et vous étiez le plus gros transfert aussi oui, à ce moment-là. Plus gros transfert de l'époque, pour un joueur, énormément d'attentes, comme je le dis. Je venais de manquer les Jeux Olympiques en 96 à Atlanta, j'ai passé une saison en 96-97 en mi-figue mi-raisin à Rennes aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils m'ont pas proposé de re-signer derrière, me restait 1 an de contrat. Bastia arrive, m'achète, et puis ils se disent tiens, on va relancer ce jeune garçon qui a certainement plein de qualités, mais qui en ce moment est un peu en dedans. C'était aussi la marque de fabrique du club de pouvoir prendre des joueurs à fort potentiel et qui, à un moment donné, s'étaient peut-être un peu perdus en chemin ou un peu perdu leur football et leur redonner confiance. Et c'est aussi la force de ce club. Aujourd'hui, le Sporting Club de Bastia, c'est d'amener les joueurs dans un environnement où ils ont tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Ici, les supporters aiment les joueurs, les dirigeants aiment les joueurs. Tout le monde parle du Sporting, tout le monde aime le Sporting. C'est le discours de la semaine dans les bars, dans les restaurants, sur la place Saint-Nicolas. Tout le monde parle du match qui arrive. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui à cette époque-là, parce que bon, je suis plus vraiment, je veux dire, mais en tout cas, quand c'était la mienne, c'était incroyable. Donc, mi-figue mi-raisin, je remercie d'avoir... Je me remercie à moi-même d'avoir marqué ce but qui, comme je le dis, a sauvé ma saison, mais qui aussi a gravé mon nom quelque part un peu dans l'histoire du club. Allez, on peut enchaîner avec la R4, Patrice. Allez, la R4 qui a vu la victoire de la réserve de Porto-Vec 6-1 face à la réserve du Sud, qui valide le titre en R4 pour l'AS Porto-Vec. Pour cette réserve, Tog s'est imposé 2-1 face à la réserve de Lupin. Donc on le voit au classement. Porto-Vec est premier avec 54 points. Le Niol est second avec 44 points. Troisième, c'est Ponteletxe Amorosai avec 36 points. Et en bas de classement, la Juventus qui ferme la marche dans ce championnat. Pour les prochaines journées, la réserve de Porto-Vec va recevoir la réserve de Lupin et Saint-Jean, lui, va recevoir Tog. Ce week-end, il y aura la rencontre de la 12e journée en retard entre Ponteletxe et la réserve du Sud. Et pour conclure sur cette régionale 4, Patrice, il faut féliciter quand même le parcours de Porto-Vec qui est toujours en cours. La réserve a été créée cette année et pour la première année, une seule défaite, champion dès la fin du mois de mars. On sait que la fin de championnat en R4, c'est aux alentours de début mai, mais c'est une très très belle performance de la part du club de l'AS Porto Vecchio. Ça va leur permettre de bien préparer la saison prochaine plus convenablement. Régional 3 maintenant. AFA et le CB qui ont fait un but partout. Le CB qui cale un peu, qui aurait pu prendre les devants sur Calenzane. Pour ce qui est des autres rencontres, Lupin s'est imposé très largement face à la réserve de Montigier, 11-0. Et justement, on va écouter Kevin Salou, l'entraîneur du Football Club de Lupin, qui s'est exprimé sur le très bon mois de mars qu'ont fait les joueurs de Lupin. Oui, alors c'est un mois qu'on peut qualifier de totalement réussi, dans la mesure où, avec toutes les péripéties qu'on a pu avoir cette année au club, ça n'a pas été évident. On avait basé et axé en fait notre volonté surtout de privilégier l'aspect un peu groupe, et au final on a eu des moments très difficiles, hein. Je pense au match au Gallia, je pense au match à Loum où on perd là-haut, et au final on n'a pas lâché, et ça fait à peu près un mois et demi où on a senti un petit déclic dans ce groupe, et ça s'est retranscrit sur les 4 matchs qu'on a fait ce mois-ci, avec 4 victoires. Et effectivement, 0 but encaissé, où on a passé un cap, notamment sur cette volonté de ne pas prendre de but, peu importe le score. Je prends l'exemple de l'ECB, ou même là, contre Monticello, où il y a un score fleuve, et qu'à la fin, bon, chacun se bat pour ne pas prendre de but. Voilà, c'est des petits détails qui font que, je l'espère sur la fin de saison, mais le groupe a passé un cap là-dessus. Et voilà, donc c'est vraiment un très bon mois, très positif. Maintenant, il reste encore 2 mois. Et on a la chance, comme tu le dis, JP, d'avoir ce petit truc aussi, d'avoir le quart de finale de Challenge. C'est déjà une réussite d'être arrivé en quart, mais on veut aller plus loin.
et aussi accrocher cette 3e place. Donc c'est une fin de saison qui, mine de rien, va être intéressante. Alors, on a toujours le problème des poules, comme on en avait discuté précédemment, d'avoir des exempts. Donc ce week-end, on est exempt. Je dirais que, alors, c'est bien et pas bien, dans la mesure où on est sur une série très positive. Donc d'avoir une coupure de quasiment 3 semaines, on peut dire c'est compliqué à gérer. Moi, je pense qu'elle arrive à un bon moment parce qu'on a un groupe qui est très restreint. On table sur un groupe de 16-17 joueurs grand maximum, en comptant les 2 gardiens. Donc là, on a eu un mois, on va dire, psychologiquement et physiquement compliqué. On a enchaîné parfois de grosses séances d'entraînement, des matchs avec, mine de rien, pas mal d'intensité. Donc là, on va déjà reposer cette semaine avec notamment une séance relativement light, une sortie cohésion ce week-end qui, à mon sens, est primordiale, notamment pour le groupe, pour pouvoir aérer un petit peu les esprits et parler d'autres choses. Et on se remettra tranquillement à faire une bonne séance à partir de la semaine prochaine pour attaquer dans 15 jours une semaine normale, on va dire, avec la préparation d'un gros match contre le CB et ensuite enchaîner à Boko qui est aussi candidat à cette 3e place. Moi, pour ma part, quand j'ai repris l'équipe au mois de novembre, on savait que le CB Calenzane, ça allait être compliqué d'aller les chercher. Moi, dans un coin de ma tête, voilà, c'était d'aller chercher cette 3e place. On a eu beaucoup de moments compliqués, notamment au niveau des résultats où on a touché le fond, hein, concrètement. Mais j'ai toujours gardé espoir de garder en tête cet objectif de cette 3e place. Là, voilà, on est encore en course avec plusieurs équipes. Donc c'est ce qui rend aussi quelque part un petit peu cette fin de saison excitante, en plus du challenge. Donc quand on dit voilà, notre saison a été compliquée, oui, elle a été très compliquée dans les têtes et au niveau des résultats. Maintenant, c'est loin d'être fini. Et voilà, on a une fin de saison qui est excitante. Les mecs sont investis, donc on va tout faire pour aller chercher cette 3e place, qui serait, voilà, on pourrait dire une bonne saison malgré tout, et ce petit truc en plus avec la coupe. Voilà, je voudrais aussi remercier au nom de tout le monde, hein, Loïc Capretti qui a annoncé son départ du club. Donc voilà, c'était pour lui rendre un petit hommage et lui faire un petit coucou et le remercier aussi pour tout ce qu'il a fait pour le club et parce qu'il en a fait beaucoup. Et si le club en est là aujourd'hui, c'est aussi et en partie grâce à lui. Donc en mon nom et au nom de tout le club, voilà, on lui souhaite le meilleur pour la suite dans ses projets. Voilà, c'était Kevin Salou, l'entraîneur du Football Club de Loupine, qui sera exempt ce week-end. Et le CB va recevoir Calenzane à Patrice Pierrive. C'est le choc pour le titre. Les 2 équipes sont quasiment assurées de monter, mais le titre n'est pas joué. Ils sont à égalité de points, 56 points. Et Calenzane va mettre en place pour ses supporters des bus à disposition pour permettre à tous les supporters de venir dans la région bastiaise pour supporter les Diables Rouges. Effectivement, il va y avoir un déplacement. C'est quand même incroyable, cette région de Calenzane, la région balanine déjà à la base, qui est bien représentée dans le football, mais Calenzane qui va se déplacer avec ses supporters. Pierre-Yves, cette ferveur populaire dans ce secteur qui est Calenzane, parce que Calenzane a fait déjà une bonne saison R4 et là joue quand même le titre en R3. Il y a cette ferveur populaire avec ces supporters qui vont venir ce week-end dans la région bastiaise. Ouais, c'est la Corse dans son ensemble. Hein. La Corse dans son ensemble, elle est amoureuse du ballon et on voit le nombre de clubs qui peut y avoir aujourd'hui sur l'île. C'est incroyable. Et cet engouement, on le voit effectivement à tous les échelons, que ce soit le Sporting, que ce soit Calenzane. Là, il y a un engouement populaire pour le football. La Corse est une terre de football, donc avec tous ces excès aussi, il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir de l'ambiance, il va falloir jeter un petit coup d'œil aussi pour que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison, parce que là, je veux dire, son toc à 56 points les deux, ouais. Ça va être chaud pour celui qui se déplace, hein, et un petit avantage pour celui qui reçoit, mais... il est important, effectivement, pour les supporters de Calenzane de se déplacer pour pouvoir, on va dire, pas jouer en terrain neutre, mais apporter un peu de soutien à leur équipe.
Et ouais, je pense que les fervents supporters de Calenza ne vont pas venir pour faire de la figuration. Ils vont être derrière à pousser, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, que ce soit en R3 cette année ou même l'an dernier en R4. C'est il y a- c'est l'un des plus gros engouements du football régional corse, hein, Calenzane, hein. Oui, Calendan qui, on l'a vu à travers même ses réseaux sociaux, hein, on le voit à chaque fois, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il y a toujours du monde, le stade est quasiment plein à chaque rencontre à domicile. Entre Donc c'est 200 et 300 personnes au c'est quand stade. même incroyable de se dire ce club qui renaît de ses cendres depuis peu et qui sportivement ça suit derrière. Ils mettent même en place une formation pour les jeunes. Ils vont avoir prochainement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un synthétique aussi. Qui va être mis en place pour la saison prochaine. Ah, parce que là, ils jouent sur du TUF, donc c'est vrai qu'ils font en sorte de pérenniser le club et c'est très bien pour la région de Calenzane, justement, d'avoir déjà une équipe compétitive à un niveau quand même assez correct pour les années à venir. Ouais, et structurer le club en ouvrant des catégories jeunes. Là, ils sont jusqu'au U14 qui en entente avec la Balagne. Ils ont toutes les catégories de jeunes 100% Calenzane. Et Jean-Baptiste Colombagne, l'entraîneur, nous disait qu'ils vont ouvrir les 16 et voire les 18 d'ici l'an prochain ou dans 2 ans. Mais un très beau projet qui est en train d'être achevé à Calenzane. Allez, on va passer à la R2 et la victoire de Bonifacio, 3 buts à 2 à la Costa Verde. Et on a eu l'interview d'un dirigeant de l'équipe de Bonifacio, c'est Bati Di Simone, qui est revenu notamment sur cette rencontre et sur ce championnat de R2. Bon, bonjour, merci de nous donner encore l'opportunité de nous exprimer sur votre antenne. Donc oui, un match assez bizarre hein, ce week-end en Costa Verde, assez délicat toujours contre cette équipe qui est très difficile à jouer sur son terrain. Un match assez engagé où nous avons réalisé une très très bonne première mi-temps où on a monopolisé le ballon, on rentre à 2-0 à la mi-temps avec un deuxième but magnifique avec une très belle phase de jeu. Et ensuite, on loupe l'immanquable par 2 fois en début de deuxième mi-temps et le doute s'installe dans nos têtes. Costa Verde le voit, un peu le dessus, parvient à réduire la marque d'un très beau coup franc. Et ensuite pousse tout le long du match et on procède par contre. Et nos deux entrants, nos deux remplaçants ont fait la différence pour inscrire ce troisième but un peu libérateur, ce qui nous a quand même pas empêché d'en prendre un autre à 3-2 dans les dernières secondes. Mais c'était une belle victoire, pas évident. Adversaire qui était un peu en difficulté en ce moment et qui avait à cœur de reprendre un peu des points à domicile et une équipe toujours très délicate à jouer, Arnu c'est assez organisé qui nous a posé vraiment pas mal de problèmes en deuxième mi-temps et donc on repart avec les 4 points. C'était très important pour nous puisque on souhaite quand même finir de façon honorable ce championnat, même si on a été obligé de revoir un peu nos objectifs à la baisse parce que cette saison a été mi-figue mi-raisin. Donc voilà, 4 points chez un concurrent à l'extérieur. On n'avait gagné qu'une seule fois à l'extérieur, c'était en Casink en début de championnat. Donc on avait vraiment à cœur de prendre 4 points ce week-end. On espère poursuivre cette belle série avec la réception à Bonifacio ou ailleurs contre le Nebbio. Alors oui, vous avez tout résumé. Et un club habitué aux joutes de ce championnat de R2. On dispose d'un effectif très jeune, encadré par quelques joueurs d'expérience. Mais un effectif très jeune, majorité composée de nos U18 de la saison précédente. Il y a 2 saisons, pardon. Donc, c'est un effectif qui demande de l'expérience, un peu de vécu, de s'endurcir un peu pour ensuite atteindre un niveau suffisant pour pouvoir prétendre à jouer l'accession en R1. Ce sont des garçons qui ont du talent, qui en ont les capacités, mais il faut qu'ils aient un peu plus de discipline et qu'ils doivent être bien à l'écoute pour progresser encore plus. Donc oui, l'objectif à terme, ce serait de retrouver la Régionale 1 parce que même si nous sommes un club de R2, un vrai club de R2, je pense qu'une ville comme Bonifacio mérite d'avoir un club en Régionale 1, nous le pensons. Et l'objectif, c'est celui-là à terme, mais avant tout, comme vous l'avez dit, c'est parfaitement résumé. On doit consolider les bases et progresser encore pour atteindre un jour, on espère, dans un futur proche. Alors, c'est une question qui s'avère cruciale parce que, comme notre nom l'indique, la jeunesse sportive bonifacienne est avant tout les jeunes. Voilà, nous, on a une politique qui est très axée sur la formation, sur la préformation. On a refait un organigramme assez cadré depuis 2 ans où on a eu des arrivées, des apports.
qui nous permettent d'avoir un très bon éducateur responsable de chaque catégorie. Et on le voit, parce que même si les résultats tardent à venir, on voit que nos gamins progressent et je tiens à leur tirer mon chapeau. Surtout cette saison, on a vu des progrès dans chaque catégorie. Donc oui, on a ouvert cette année, et c'est la 3e fois seulement qu'on l'ouvre, une catégorie de U14 à 11, ce qui est très très rare à Bonifacio, puisque bon, nous sommes un village de 2500 habitants l'hiver, avec un bassin de population très réduit, avec les villages environnants et les 2 gros clubs de Porto Vecchio et du Sud, pas loin de nous. Donc, on essaye de faire avec nos petits moyens, nos bonifaciens qui se battent avec hargne pour leur maillot. Et l'objectif, bien sûr, ce serait de réouvrir. Et je pense qu'on va y arriver l'année prochaine, une section U16. Mais après, à savoir, est-ce qu'on pourra garder cette fameuse équipe U14 à 11? J'en doute à l'heure actuelle, mais l'année prochaine, ce qui est certain, c'est qu'on ouvrira une session U16. Et pour les U18, c'est très compliqué puisque nos jeunes ensuite partent faire des études à Corté ou ailleurs, et c'est très très compliqué d'ouvrir cette catégorie U18, sachant que chez nous, après le lycée, il n'y a pas d'offre de formation pour poursuivre les études supérieures, donc c'est très compliqué de capter ces jeunes et de faire une équipe U18. Mais on ne désespère pas, on a beaucoup de monde dans les catégories U11 et U13. À nous de bien accompagner ces générations pour qu'elles perdurent et qu'elles continuent le foot. Et ensuite, on arrive à faire ces équipes qui seront bien évidemment obligatoires en cas de montée en R1 en termes dérogatoires. Voilà, c'était l'interview de Bati Di Simoni avec cette victoire, on le rappelle, 3-2 à la Costa Verde. Et on a les images de la rencontre entre la réserve de la Balagne et la réserve de Corté. Victoire de la Balagne 2-1. Pourtant, c'est les Cortenais qui ont ouvert le score dans cette rencontre avec le débordement justement sur le côté droit du milieu de terrain Cortenais qui centre et au 5,50 m qui ouvre le score pour cette équipe de Corté. Après, Balagne a su renverser la vapeur en seconde mi-temps pour s'imposer 2-1. Et on le voit au niveau du classement, Balagne s'est ouvert une voie royale pour le titre en R2. Ouais, là on voit l'erreur de défense avec la main, la Balagne qui a réduit le score, et là une mauvaise relance du défenseur. La contre-attaque part très vite et la cage était grande ouverte pour finir et marquer le 3e but de la rencontre. Moi, Pierre-Yves, j'avais une question. On voit ces équipes réserves jouer dans les championnats amateurs, des jeunes qui poussent pour avoir leur place dans les équipes premières, pour la Balagne en National 2, pour Corté en National 3. En tant qu'ancien joueur professionnel, quel message avez-vous à faire passer à ces jeunes et qui persévèrent et qui poussent pour aller dans les plus hauts niveaux du football français? Alors, je vais dire que c'est un petit peu la phrase bateau, parce que moi je l'ai vécu, comme j'ai dit, je suis arrivé tard, j'avais 19 ans quand je suis arrivé à Rennes, donc si j'avais pas cru en mes rêves et si on m'avait effectivement pas aussi donné la possibilité de pouvoir vivre mon rêve, peut-être que je serais resté au niveau amateur. En tout cas, voilà, il y a des fois on croit que c'est pas possible et puis les choses font que, en tout cas il faut toujours y croire. Il faut se donner les moyens aussi de pouvoir y arriver, et sans garantie. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout de suite et sans rien donner en retour. Donc c'est difficile. Cette jeunesse, elle a envie de beaucoup de choses. Elle vit à travers le téléphone, à travers les réseaux. Ils voient des choses qui ne sont pas forcément la réalité. La réalité, c'est la réalité de nos parents. Et il fallait au taf, il fallait travailler très dur pour avoir ce qu'on voulait avoir. Donc, et aujourd'hui, c'est tout autre. Donc, mais ça vaut aussi dans le football. Les jeunes footballeurs amateurs aujourd'hui insulaires et certainement ceux d'ailleurs, il faut être en capacité de pouvoir leur permettre d'accéder peut-être à leurs rêves. Ce qu'il faut, c'est des clubs structurés et qui peuvent aujourd'hui leur permettre d'intégrer, de travailler toujours leur football et aussi les études, parce que comme je dis, il n'y a pas de garantie. On peut avoir le talent qu'on veut. Si le mental n'est pas là ou si la chance n'est pas au rendez-vous, on peut vite passer à côté. Et on peut passer à côté d'une carrière. J'en ai vu beaucoup, moi, qui étaient pétris de qualité, qui sont passés à côté. Et des personnes aussi qui étaient moins dotées de qualité technique et finalement qui, par abnégation, travail et volonté, ils sont parvenus. Donc,
il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, il faut effectivement continuer à croire en ses rêves. Il ne faut pas se croire plus beau qu'on est. Il faut avoir beaucoup d'humilité et travailler énormément, mais comme je dis, sans garantie. En tout cas, voilà, le travail paie toujours, ne serait-ce que humainement. On essaye de montrer ses valeurs et on essaye de grandir là-dedans, dans la valeur des parents et de l'éducation. On prend l'exemple actuellement d'un joueur qui est prêté au Sporting, c'est Jérémy Sebas, qui n'est pas forcément passé par un centre de formation. Il a été recruté par le Racing Club de Strasbourg à 19 ans, justement. Et il a, petit à petit, monté en gamme, je dirais, et connu ses premières minutes professionnelles en Ligue 1 à seulement 20 ans. Et puis après, donc là, à l'heure actuelle, il est prêté au Sporting pour s'aguerrir là, actuellement, en Ligue 2. Mais effectivement, il n'y a pas forcément le côté centre de formation sur certains joueurs, sur le passage, je dirais, formation, post-formation pour un joueur professionnel. Et c'est vrai que s'il n'y a pas du travail en amont derrière, que ce soit du côté athlétique, mais aussi du côté, je dirais, tactique, c'est vrai qu'un joueur professionnel peut se perdre, un joueur tout court peut se perdre en cours de chemin. Ouais. On peut prendre l'exemple aussi, Anthony Ronca, qui était au Sporting, qui a connu la descente aux enfers du Sporting, qui était à la CA. On sait que ça n'a pas été évident pour lui, ce court passage à la CA Ajaccio, mais qui a su persévérer, travailler, alors que... Il a été quand même en centre de formation. Oui, cursus. Comparé à Jérémy Sebas, il a eu l'opportunité d'être au centre, mais qui a continué à travailler et qui maintenant est un pilier de l'équipe bastiaise et qui a su travailler, ne rien lâcher et continuer de croire en son objectif. Et justement, Pierre-Yves, par rapport à ça, peut-être... Moi, par rapport au centre de formation, je peux vous dire que quand j'ai été recruté, quand je suis parti de l'US Lannion, de mon club amateur, je suis arrivé donc à Rennes. La seule différence qu'il y avait entre, par exemple, moi et les joueurs qui étaient au centre de formation, c'était moi, j'avais des carences techniques que les autres n'avaient pas. Moi, je suis arrivé dans une génération où il y avait Sylvain Wiltord, il y avait Jocelyn Gourvenec, il y avait Laurent Huard, Ulrich Le Pen, et il y en avait... on était une très très belle génération de footballeurs. Et la différence entre eux et moi, c'est que techniquement, ils étaient au-dessus. Et très vite, en 1993, j'ai intégré l'équipe de France Espoir. Donc ma première année, j'ai eu déjà les pré-convocations en équipe de France Espoir, convocation ensuite. Et on s'est retrouvés on était 80 à Clairefontaine. De 80, on est passé à 40. De 40, on est passé à 30. De 30, on est passé à 20. Et moi, dans la génération à laquelle j'étais, c'était les Pires, les Makelele, les Wiltord, les Florian Maurice, les Florent Laville, les Tizi, les Bonicel. C'était des types qui étaient tous en centre de formation, que ce soit à Lyon, à Paris, de partout. Et moi, je compensais avec mon énergie, je compensais avec ma fougue, mon envie. Mais eux, ils avaient acquis déjà tout ça. La technique, elle était acquise. Donc, il a fallu vraiment que je trime à un moment donné. D'ailleurs, je l'ai payé puisque physiquement, après, j'ai fait cette pubalgie qui m'a empêché d'aller aux Jeux Olympiques. Et de tout ça, s'est découlé mon année un peu ratée à Rennes avant mon arrivée ici. Mais effectivement, le centre de formation, ça forme les jeunes. Ça forme les jeunes techniquement. Aujourd'hui, c'est aberrant qu'on fasse plus, par exemple, des gammes. Quand on voit chez les jeunes, il n'y a plus de gamme. Une gamme, c'est quoi? C'est une passe. On croit que c'est tout simple, mais c'est pas tout simple. N'importe qui peut faire une passe. Mais est-ce que tu peux faire 40 fois la même passe? Avec la même intensité, la même finesse, avec la même exigence? Non, parce qu'on ne le travaille plus. Voilà, on prend les ballons, on fait des joncs, on fait des gestes techniques, mais c'est beau, c'est de la folie. Mais malgré tout, voilà, techniquement, le centre de formation, ça a guéri. Franchement, c'est la meilleure des armes pour avoir cette chance à un moment donné de passer au-dessus. Mais justement, ça aussi sur la mentalité, après on va finir pour la R2, mais cette mentalité-là, il parle de la génération PlayStation. Est-ce que ça y joue aussi, le fait de se dire, on n'a pas forcément sur du foncier, travailler sur le foncier même, sur ces gammes-là, comme vous dites vous, mais de se dire, on va reproduire un peu ce qu'on voit à la télé, pas forcément ce qu'on va travailler à l'entraînement. Ah oui, forcément, c'est comme je disais tout à l'heure, pas tout pour les jeunes. C'est génération PlayStation, c'est génération téléphone, Instagram, et TikTok et Snapchat et tout ce qu'on veut. Donc il faut faire avec son temps. Mais en tout cas, en football, proprement parlé, en football, ils sont capables aujourd'hui, les jeunes, de reproduire ce qu'on voit effectivement en PlayStation. Mais dans la réalité des faits, c'est vrai que c'est beau.
Mais avant tout, aujourd'hui, dans le monde du football, ce qui est important, c'est d'être efficace. Parce que il faut gagner des matchs. Mais on ne gagne pas des matchs en faisant des figures acrobatiques ou en faisant des tours du monde. On gagne des matchs en marquant des buts et en n'en prenant pas. Donc malgré tout, il faut apprendre, il faut savoir défendre, il faut savoir attaquer, il faut savoir relayer. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se spécialise un petit peu plus dans chaque domaine du football. Aujourd'hui, comme au Sporting, on voit qu'il y a maintenant, ils ont mis en place des cellules performance où chaque ligne, pas forcément au Sporting, mais dans tous les grands clubs, il y a la ligne d'attaque, il y a la ligne de milieu, il y a la ligne défensive. On essaye à un moment donné, dans la semaine, de regrouper pour que tout le monde joue ensemble. Mais on a vraiment individualisé les entraînements. On les voit tous avec leur espèce de cellules qu'ils ont dans le dos pour récupérer toutes les données. Ah, pour les data, ouais. Moi, je l'ai vu déjà en 2001 avec Canal de Noailles à Nantes. On n'avait pas ça, mais par contre, il y avait les caméras sur le terrain qui suivaient et on avait en fin de semaine tout notre récapitulatif, par exemple, du match du week-end. Savoir combien on avait couru, quel passe on avait fait, pied droit, pied gauche, combien de fois on était monté à la tête, combien de sprints on avait fait. Donc, mais on est vraiment plus dans cette recherche-là. Mais le travail aujourd'hui, il doit être général. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, rappelons PlayStation, et on est vraiment dans une jeunesse de football, ça s'est rajeuni. Mais j'ai l'impression quand même malgré tout que quand je vois les jeunes joueurs aujourd'hui en Ligue 1 ou en Ligue 2, on se rapproche plus du football que j'ai connu que du football un peu paillette et on fait un peu n'importe quoi. Je crois que si on n'est pas efficace, on se met totalement à un moment donné de côté. Je dirais, c'est aujourd'hui, justement, on est de plus en plus dans les données. Donc, dans les données, c'est pour donner de l'efficacité, pour avoir un retour et pouvoir fixer des axes de travail. Et savoir jongler, c'est bien, mais il vaut mieux marquer des buts et empêcher de marquer. Donc, pour moi, c'est normal. Pour finir, pour cette R2, justement, le GFCBL, pour la prochaine journée, va recevoir la réserve de La Balane. On rappelle que le GFCBL est condamné dans ce championnat. La réserve de Corté, elle, va recevoir Costa Verde et le Nîmes va se déplacer du côté de Bonifacio. Les régionales, maintenant, le plus haut niveau régional. Bocconian, on va le voir en image, s'est imposé face à Ghisonaccia Chaprunelli en marquant un troisième but très tardif. Bocconiano qui est troisième de Régional 1. Là, Ghisonaccia qui bénéficie d'un penalty pour ouvrir le score, mais ne transforme pas. Ensuite, c'est Bocconiano qui ouvre le score. Et Ghisonaccia aussi, à la même image que le GFCBL, semble condamné en Régional 1 à la descente, Patrice. Oui, condamné à la descente. C'est vrai que cette équipe, juste pour rebondir déjà sur Bocconian, c'est vrai qu'ils sont à un point du second qui est la Svar. Pour finir, pourquoi pas en beauté cette saison, finir dauphin, parce qu'on sait que le GFCA, ils vont avoir une finale, on va en parler, ils vont avoir une finale là ce week-end. Mais c'est vrai que cette équipe de Bocconian qui reste toujours dans cette continuité avec seulement 4 défaites, 5 matchs nuls et 9 victoires. C'est important aussi de confirmer à domicile face à des équipes de bas tableau. Ghisonaccia, elle, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, qui est condamné dans ce championnat, mais il fallait faire quand même attention au piège des lanternes rouges. Oui, parce qu'ils sont revenus dans ce match-là en mettant le deuxième but du 2-2. Ensuite, Bocconiano se rassure suite à ce bon travail sur le côté droit de la part du joueur de Bocconiano qui centre et qui vient placer la tête au point de pénalty pour marquer le but du 3-2. Bocconiano va se déplacer à Afa pour la prochaine journée, qui est Afa qui est 10e du championnat, et il va y avoir un match capital entre la réserve de Fouriagne et la réserve de Borgo pour le maintien des deux équipes réserves. Et comme tu l'as dit, Patrice, le GFCA qui va jouer une finale contre Porto Vecchio pour être... En cas de victoire, ils sont champions. En cas de victoire, ils sont champions, le GFCA. C'est impressionnant la saison du GFCA, même si on sait qu'ils ne sont pas forcément à leur place dans le championnat. C'est quand même 51 buts marqués, 12 buts encaissés, 14 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et ils vont jouer aussi le match en retard face à
à Borgo ce week-end. Après, le GFCA, d'une, ne sont pas à leur place. De deux, ils ont un fonctionnement d'une équipe professionnelle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui travaillent dans l'effectif du GFCA à l'heure actuelle. Peut-être 2-3 joueurs au grand maximum. Ils ont recruté en extérieur sur le continent. Ils ont fait quand même déjà une belle ossature de la saison passée de leur montée de R2 en R1. Leur objectif, Louis Pau, j'en avais parlé, le président du GFCA, c'était à court terme de retrouver déjà la National 3 et bien sûr plus haut la National 2, une équipe du GFCA qui pour l'instant rentre dans ces objectifs-là. Et c'est vrai que c'est plus gratifiant aussi d'être champion chaque saison sur chaque division. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même un club historique. Il faut vous rappeler quand même qu'il y a de cela 10 ans, cette équipe était en Ligue 1. Oui, moi je me rappelle quand je travaillais, j'allais faire les interviews de mi-temps au Gaz. Et ils sont là où ils devaient être. Je pense que effectivement ils reviennent de loin et c'est aussi un peu comme le Sporting. À un moment donné, on fait un peu le ménage devant sa porte. Je crois que si ça les a amenés le Gaz là où ça les a amenés, on en tire forcément des enseignements. Une nouvelle équipe dirigeante, s'est créée. Il y a eu un élan de solidarité aussi. C'est un club aussi emblématique de Lille, donc avec un grand nombre de supporters, pardon. Ouais, parce que c'est pas évident. On pense que le fait qu'une belle structure comme l'a pu être le Sporting, la parenthèse Pierre-Yves, mais c'est vrai que c'est difficile de rebondir, d'essayer de remonter au plus vite. Le championnat est très difficile, surtout qu'ils sont retombés sur un niveau amateur. Donc c'est pas, enfin niveau amateur, quand j'ai niveau amateur, c'est vraiment régional. Amateur régional. Ce que fait le GFCA, c'est un exploit. C'est un exploit. En plus, mais dès le début de saison, les ambitions étaient claires, c'était de jouer la montée parce que en régional 1, une équipe s'entraîne 3 fois au minimum. Le GFCA s'entraîne 4 fois, voire 5 fois la semaine, même le samedi avant les matchs, et ensuite le match de régional 1 le dimanche. C'est dire que le GFCA, c'était vraiment une année pour monter directement et pas s'éterniser en régional 1 et pour retrouver le niveau qu'il aurait dû, c'est-à-dire National 2, National 1, où ils ont plus ou moins navigué, et bien entendu la Ligue 2. Et aussi, pour finir aussi sur cette régional 1, on va parler aussi de Etchi Kazuare, qui s'est imposé 3-1 face à l'FGB, qui est la surprise de cette régionale 1 parce qu'ils étaient promus, pas champions mais promus. Et on va écouter Stéphane Faed, l'entraîneur de l'équipe de Etchi Kazuare. Personne ne nous attendait à ce niveau. Même nous, ça nous a surpris au départ. Mais on est quand même dans la continuité de l'année dernière de la R2. On a un groupe qui est quasiment identique à 3-4 joueurs près. Après, avec Johan Bokonian qui nous apporte énormément, donc il nous apporte son expérience. On a un groupe qui vit bien. Donc on a très bien entamé ce début de ce championnat. Et puis après, on a eu de l'ambition de finir le plus haut possible. Et là, à 4 journées de la fin, on va essayer de terminer le plus haut possible. Donc notre force, c'est une équipe de copains. Après, on savait pas trop, on partait un peu dans l'inconnu, mais on a été la bonne surprise. Alors on a été au départ, on était peut-être l'effet de surprise, puis après les joueurs et le club, on s'est mis au niveau de cette R1 qui est quand même assez difficile, où tout le monde peut battre tout le monde, mais on est quand même satisfait de notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Oui, déjà on n'avait pas beaucoup de joueurs d'expérience. Déjà qui ont joué à ce niveau, on en avait très peu. Alors comme Johan, il nous a apporté cette sérénité, ce calme, son envie aussi et son expérience. Donc il a fait profiter, il a tiré le groupe vers le haut parce que tout le monde, pour certains, ils allaient monter le voir jouer à Forian. Donc pour certains, c'était un modèle. Et puis, malgré tout, il a su tirer le groupe vers le haut. C'est ce qu'on attend d'un joueur d'expérience. Et puis, il a réussi à se mettre au niveau des nôtres. Et donc, il nous a apporté tout ce calme, cette sérénité. Et puis après, footballistiquement, il nous a emmené énormément. Et c'est bien pour nos joueurs
qui ont gagné, qui ont beaucoup progressé à son contact. 2-3 ans, pérenniser cette équipe en R1, pérenniser toutes les catégories de jeunes qui vont arriver derrière, parce que bon, c'est un club qui est pas très jeune non plus. Il va fêter ses 40 ans cette année, mais c'est la première fois qu'il participe au championnat régional 1. Donc, pérenniser le club déjà en R1, puis le faire grandir petit à petit, pas d'ambition démesurée. Bon, déjà, dans le rural, c'est compliqué. Mais si on arrive déjà à pérenniser le club en R1, ce sera déjà très très bien pour le village. Alors cette année, il y avait les U16, les U14 et toutes les petites catégories de jeunes, des débutants au U13. L'année prochaine, il y aura une équipe U18 et potentiellement une équipe réserve. Voilà, mais axé généralement sur les jeunes. La réserve, alors c'est pas encore fait, mais on y travaille. Non, ça sera difficile parce que honnêtement, nous, on n'a pas beaucoup de marge non plus de manœuvre. Donc tous les matchs sont difficiles. Là, ça faisait 3 matchs qu'on n'avait pas connu la victoire, même si les contenus n'étaient pas trop mauvais, mis à part contre le Gazélec, mais bon, c'est spécial, c'est une équipe qui est au-dessus du lot, donc c'était très compliqué. Donc là, on va essayer de continuer notre série qui vient de recommencer, prendre un bon résultat à Ghisonaccia pour finir vraiment tranquillement en se déplaçant au Svar, qui est une équipe aussi de très haut tableau, en étant serein. On va essayer sur les 4 matchs qui nous restent à jouer, prendre le maximum de points possible pour finir au moins dans les 5 premiers. Ça serait pour une première saison R1 très très bien. Voilà, c'était Stéphane Faeda, l'entraîneur des Chickasaw là, qui est 4e du classement, à 2 points de l'Asvar second, et bien entendu leader, le GFCA avec 61 points. Et Chickasaw là va se déplacer pour la prochaine journée à Ghisonaccia le 13 avril. Allez, en National 3, groupe D, l'AC Ajaccio, la réserve, s'est inclinée à Alençonès 2-0. La réserve du Sporting Club de Bastia, elle s'est imposée à domicile face à l'INAS 2-1. Et le FC Borgo a fait le carton 4-0 à l'extérieur face à Grand Quevilly. On le voit au classement. Le FC Borgo prend le large aussi dans ce championnat. Premier avec 40 points. La réserve du Sporting est seconde avec 34 points. La réserve de l'AC Ajaccio est 7e avec 29 points. Pour les prochaines journées, la réserve de l'ACA va recevoir l'ASPTT Caen. La réserve du Sporting se déplace à Wassel et le FC Borgo, lui, va recevoir Dives. Ouais, Borgo qui va recevoir le 3e. Ça va être, je pense, le match qui va venir dans pas longtemps acter l'accession pour Borgo, qui est très bien parti pour. Il reste 6 journées dans ce championnat. Mais bon, Borgo va finir certainement champion de ce groupe D. Groupe J maintenant, Corté qui s'est incliné 3-0 face à la réserve de Montpellier. Corté qui passe, qui est la lanterne rouge, ex-aequo avec Ardziv. Le Galia Luciana s'est incliné aussi 3-0 face à la réserve de l'Olympique de Marseille. On va le voir en image, le Galia qui n'a pas fait le poids dans ce match. Les hommes de Jean-Pierre Papin, en Ballon d'Or, qui ont mis 3 buts et qui sont 4e. Bon là justement, on le voit en image, le premier but il est donné quand même, ouais. Là pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Après c'est vrai que cette équipe du Galia qui pour l'instant est 8e dans ce classement, c'est vrai qu'avec ces équipes réserves, il y a quand même parfois, on le sait, alors c'est pas des exploits quand on fait des rencontres face à ces équipes-là, mais c'est vrai que jouer des équipes, des réserves de clubs professionnels, des fois c'est peut-être une autre préparation pour aborder ces matchs-là. Pierre-Yves, on a parlé justement de ces réserves-là. Par rapport au Galia, face à l'Olympique de Marseille, peut-être une autre préparation que s'ils avaient rencontré peut-être une autre équipe. C'est toujours la différence entre la réserve d'une équipe professionnelle et l'équipe première d'une équipe amateur. Donc forcément, il y a une différence, non pas de niveau, puisqu'elles jouent au même niveau, mais avec des objectifs différents. Hein. Certainement pour la réserve de l'OM, c'est pour ces jeunes-là d'arriver en Ligue 1. Donc
je vais pas dire qu'il y a quand même une différence de technique et peut-être de talent entre les deux. Hein. Attention, le Gallia n'a pas démérité. Quand je regarde les buts, j'ai envie de dire merci la pelouse parce que j'ai vu le ballon, il a sauté 40 fois. Sur pour le le gardien, troisième c'est but. pas évident. Même pour le premier, Le gardien qui prend le ballon, il y a un rebond juste avant. Ensuite, ça laisse justement ce rebond, le temps que le gardien mette le pied dessus. Avant de dégager, ça laisse le libre champ à l'attaquant de venir le contrer. Le troisième but, le ballon, c'est pareil, il fait 3 sauts. Le gardien, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut plonger pour essayer de capter la balle. Donc, le terrain n'est certainement pas aidé. Après, la qualité aussi de l'équipe de l'Olympique de Marseille, on ne joue pas dans la même cour. Hein. On joue pas dans la même cour. En tout cas, c'est malheureux pour le Gallia. Mais voilà, ce sont des jeunes en devenir qui sont tout proches peut-être du groupe de l'équipe première du côté de l'OM, donc on peut pas non plus ça doit servir d'expérience, ça doit pointer des fois souvent du doigt les carences de nos clubs amateurs pour se dire voilà, chaque détail est important et ces jeunes-là ils sont aussi à un moment donné formés dans un centre de formation avec des différences dans les objectifs et des différences dans l'apprentissage du football. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être au Gallia avec des garçons qui ont un passé footballistique, qui ont certainement un certain talent pour être jusque là, mais peut-être pas assez pour contrer des gamins, écuries des écuries comme Marseille. des réserves de Ligue 1. Et pour la suite de ces journées, la prochaine journée, il va y avoir ce soir le match en retard entre Alès et Corté. Ça va être le match, je pense, à gagner pour Corté impérativement. Je pense que ça va être capital, ouais, cette rencontre ce soir. C'est une journée en retard qui permettrait, en cas de victoire, à Corté de recoller avec Aigues-Mortes et d'être à 2 points de Canet-Rocheville. Et le samedi 5 avril, le Gallia va se déplacer à la réserve de Montpellier et le derby entre le Sud et Corté. Autre match capital, que ce soit pour le Sud ou Corté, dans la lutte au maintien en National 3. Allez, National 2, Fourrière-Gliane a fait match nul à Aubervilliers, 2 buts partout. Et le FC Balagne, lui, a fait 0-0 à domicile face à Bischheim. On le voit au classement, le FC Balagne 8e avec 29 points. Fourrière-Gliane est 13e avec 24 points. Il faudra impérativement enchaîner pour Fourrière pour pas être dans les profondeurs de ce classement. Puisque pour les prochaines journées, ça sera le 5 avril, le FC Balagne, lui, va recevoir l'AS Beauvais. Fourrière-Gliane, lui, va se déplacer à Bischheim. Allez, pour terminer la Ligue 2, il n'y a pas eu de match, hein, c'était la trêve ce week-end. Le Sporting va recevoir Dunkerque et l'AS Ajaccio va se déplacer à Martigues. Pour le Sporting, ils vont avoir une très belle opposition face à Dunkerque parce qu'on sait qu'ils sont toujours en lice en Coupe de France, Pierre-Yves. Ça va être un match très intéressant pour le Sporting pour leur permettre de garder cette invincibilité à domicile. Alors Dunkerque, c'est un peu le point d'interrogation, hein, capable de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une réussite totale. Alors ils pratiquent un football assez agréable à regarder, je les ai vus jouer. Faut pas se fier au nom, hein. Dunkerque, ça fait pas très joli, mais en tout cas, voilà, ils sont là au rendez-vous. Ils sont costauds, c'est solide, ils ont la réussite pour eux, ils sont dans une dynamique positive. Ils viennent chez nous et nous on a aussi des arguments à faire valoir. Effectivement on est invaincu à domicile et je pense qu'il n'en sera pas autrement encore contre Dunkerque ce week-end. Si on ne gagne pas, autant on ne perdra pas non plus. Du moins je l'espère, hein. J'espère que je ne fais pas l'oiseau de mauvais augure. En tout cas on est à domicile, on est costaud, on a des arguments à faire valoir, on est à la place qu'on doit être, hein, si on est réaliste. Hein. Maintenant, si on n'est pas réaliste, on pourrait certainement avoir deux places, voire 3 places de plus au classement, et ce serait pas volé tant on a perdu des points en fin de match où on s'est fait reprendre dans les derniers instants, mais avec on peut pas refaire le classement. Les matchs ils sont joués et le classement c'est celui-là. En tout cas, Dunkerque, c'est une équipe dangereuse qui, même à l'extérieur, est assez efficace. Donc, ça va être une belle rencontre. Pour moi, que c'est au jour d'aujourd'hui, ça va être une belle affiche. Je pense qu'il va falloir aller nombreux au stade pour pouvoir supporter nos joueurs.
Donc match pas facile, mais je suis serein quand même. Hein. Je veux voir mon équipe gagner. En tout cas, voilà, ça va être un match au couteau. Ah, mais ce qu'on disait la semaine dernière, il y a deux objectifs. Déjà, rester invaincu, comme l'a dit Jean-Baptiste, mais surtout aussi rester dans cette première partie du classement. Dunkerque, c'est l'une des surprises de cette saison. C'est une des plus belles équipes, pour ma part, que j'ai vu jouer aussi tout au long de ce championnat de Ligue 2, qui n'est pas encore terminé, bien entendu. Mais cette équipe de Dunkerque aussi, elle est surprenante parce qu'il y a eu un match aussi à Rodez où ils menaient à 0. Et finalement, ils en ont pris 5. Donc, c'est dire aussi, il y a quand même certaines faiblesses du côté de Rodez. Est-ce qu'ils n'auront pas, à travers ce déplacement à Bastia, sans lever les qualités du Sporting, mais évidemment, la tête peut-être à la Coupe de France et au match face au Paris Saint-Germain. Il y a aussi tout ce contexte-là à prendre en compte, hein, parce que ça va arriver juste après cette rencontre, ce tour de Coupe de France, cette demi-finale. C'est vrai que Bastia a quand même déjà doit se faire pardonner de ce 4-0 à Lorient. Et bien évidemment, les hommes de Balatamelo doivent rester invaincus à Fouriane. Et ça, c'est aussi le plus important, hormis la victoire. Ouais, parce qu'on peut dire que le Sporting, certes, est quasiment maintenu parce qu'ils ont quoi, oui, ils sont 37 points, mais on dit qu'il n'y a rien à jouer, mais il y a tout à jouer. Hein, de finir dans le top 10, c'est important. La première partie du tableau, finir invaincu à domicile. C'était plus arrivé depuis l'année en Ligue 2, justement, 2011-2012, où le Sporting monte en Ligue 1. Le Sporting, là, était invaincu à domicile. C'est un réel objectif. Et comme vous l'avez dit, messieurs, une très belle opposition face à Dunkerque ce vendredi. En tout cas, tout est important, puisque une fois le maintien acquis, je pense qu'il doit y avoir une prime au classement. Ouais. Donc, plus on terminera haut, plus il y aura de l'argent qui tomberont dans les caisses du club. Donc, il est important. Et souvent, pour l'avoir fait aussi avec le Sporting quand on était en Ligue 1 dans les premiers temps, les 5 dernières journées de championnat sont hyper intéressantes pour le Sporting. Comme je disais, pour gagner déjà des places au classement. Et quand on était en Ligue 1, ça nous a permis d'accrocher la Coupe Intertoto pour ensuite jouer à l'UEFA. On peut rencontrer des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Tout dépend du calendrier et comment ça se passe. Ouais. Si on joue des équipes qui sont toutes, à un moment donné, concernées soit par le maintien, soit par la montée, c'est des matchs tendus. Donc, il faut les jouer à fond, ne serait-ce que pour respecter le championnat et respecter toutes les équipes. Mais pour nous, jouer des équipes condamnées, c'est bien aussi parce que ça peut permettre de prendre des points et de gagner des places au classement et aussi de l'argent. Donc ça, c'est aujourd'hui en Ligue 2 et même en Ligue 1, c'est la même chose avec peut-être une qualification quand on est en Ligue 1 pour, comme je disais, pour la Coupe Intertoto. En tout cas, le Sporting aujourd'hui, il doit rester dans cette première partie et je pense qu'il va y rester parce qu'il a largement sa place. Comme je l'ai dit, il aurait pu même terminer plus haut. L'épisode de Lorient est pour moi sévère. C'est les premiers, mais je les ai vus jouer, j'ai regardé le match. On est à ça, quoi. On est à ça de Lorient. Après, voilà, on joue à l'extérieur. Il y a des fois, on a des difficultés à l'extérieur contre des équipes un peu soi-disant inférieures. On a plus de capacité à être percutant et à faire mal sur des équipes un peu moins bien classées. Après, ça reste un gros du championnat, mais on n'était pas loin. Après, voilà, on en prend 4. Je trouve que c'est hyper sévère, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, Dunkerque arrive et comme je dis, avec leur réussite. Quand on a la réussite, on ne réfléchit pas, on joue à l'instinct et bon, ça peut être dangereux. En tout cas, voilà. Pour nous, je pense qu'on restera dans cette première partie de championnat sans problème. Pour moi, le maintien, il est acquis et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais voilà, essayons de finir le mieux possible. Voilà, réponse vendredi ouais. à partir de 20h. On rappelle que le match est à suivre en direct sur Énergie Corse à partir de 19h55 pour le match et l'après-match. Messieurs, je pense qu'on a bien élagué tout le foot. Oui, mais on va parler un peu de l'actualité surtout, parce qu'on a parlé du passif, voilà, du passé de Pierre-Yves André, mais on voudrait avoir l'actualité aussi de Pierre-Yves André. Eh oui, mon présent. Ah oui. Ce que devient Pierre-Yves André aujourd'hui. Ce qu'il devient, il devient l'heureux propriétaire d'une salle de sport, d'un centre sportif, ouais, qui ouvre ses portes à partir de lundi prochain, donc le 31 mars. Voilà, rue du Castagno, qui se trouve entre le boulevard et le Vieux-Port.
c'est une parallèle à la rue des Jardins, où on ouvre un complexe de 400 mètres carrés, où il y aura diverses activités. Donc il y aura du crossfit, il y aura du pilates, il y aura du yoga, du hot pilates, du hot yoga, du pilates réformeur. On a une cabine de cryothérapie corps entier pour tous, pour nos amis sportifs et non sportifs. Hein. Et tu m'as regardé, tu as vu. Un ostéopathe. On a un ostéopathe sur place aussi. Donc voilà, il y a diverses activités, un open gym où vous pouvez venir, une petite boutique. Et par la suite, on aura aussi un petit espace détente avec un joli jardin où vous pourrez venir vous délecter d'un petit matcha ou une petite bière d'après-match pour vous les sportifs. Donc ce sera un plaisir de vous recevoir. En tout cas, voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a les petites visites. Vous pouvez vous rendre sur place au 4 bis rue du Castagne, où vous pourrez découvrir les lieux. Et à partir du 31, les cours commencent. Donc mettez vos petits leggings et je vous attends. Voilà, et messieurs, merci. Pierre-Yves, merci d'avoir pris part à notre émission et d'avoir répondu à notre invitation. Patrice, merci. Brice, merci une nouvelle fois pour la réalisation. Vous étiez sur Agorska TV pour Tutti Foot et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission 100% Football Corse. Après tout.